Bien, bonjour à tous. Je suis déjà intervenu ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas à la présentation ce matin, je me représente rapidement. Je suis Jean-Christophe Monet et je m'occupe des relations internationales pour le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui est l'autorité qui organise les transports sur Paris et toute la région d'Île-de-France. Et ce que je vous propose, c'est de faire une présentation de ce qu'est une autorité organisatrice, les enjeux qui s'y rattachent, parce que j'ai compris que c'était une question essentielle au Brésil, la gouvernance de la mobilité, et surtout, pour que ce soit intéressant, pour que ce ne soit pas ennuyeux, il ne faut pas hésiter à m'interrompre pour me poser des questions. Voilà, c'est le principe. Hein. Voilà. Et puis, voilà. Dans un premier temps, je vais rappeler quelles sont les conditions pour créer une autorité régulatrice de transport. Voilà. C'est peut-être des choses qu'on sait tous, mais il faut toujours se le rappeler. C'est un enjeu pour toutes les grandes métropoles mondiales d'organiser et de maîtriser le développement des transports. Dans toutes les mégacités de ce monde, on a un défi de la mobilité. La mobilité, ça entraîne de la congestion, de l'insécurité sur les transports, c'est donc des pertes économiques et une ville efficace, une ville avec une bonne qualité de vie, c'est une ville où la mobilité est bien organisée. Et dans ce cadre-là, c'est important qu'il y ait une autorité qui est responsable pour organiser et planifier l'offre de transport. Et il n'y a pas de modèle unique. Le STIF n'est pas le modèle unique, n'est pas le seul exemple. Mais il est important d'avoir une autorité qui rassemble tous les responsables politiques du territoire où l'autorité est responsable et qui dispose des compétences stratégiques. Alors souvent, pour mettre en place une autorité organisatrice, quel est le territoire d'intervention? Ça peut être le territoire desservi par le réseau de transport public urbain. Hein. Ça peut être un périmètre qui correspond aux pratiques de déplacement. Nous, le STIF, on est compétent sur 12 000 km² et sur un réseau qui dessert à la fois une zone urbaine, mais des zones non urbaines. Mais qui correspondent à des pratiques de déplacement. Les gens habitent en banlieue pour venir travailler à Paris. C'est un phénomène très classique qu'on connaît dans toutes les grandes villes du monde. Voilà. Quelles compétences pour une autorité? À minima, il faut que l'autorité soit compétente sur les transports publics urbains. Le bus, le tramway, le métro. Pour permettre une bonne intégration des réseaux et permettre une offre de transport plus efficace. Il faut aussi que l'autorité, c'est mieux quand elle est compétente en matière de tarification. Pour l'offre de transport, quel niveau d'offre, quelle fréquence, quelle amplitude, tôt, tard le matin, tard le soir. Et puis, c'est mieux quand l'autorité peut faire un plan de déplacement de mobilité durable. Toutes les grandes villes du monde aujourd'hui se dotent d'un plan de mobilité durable. La France a mis en place ses premiers plans de mobilité durable en 1996, à l'occasion d'une loi sur la qualité de l'air. Et toutes les villes de plus de 100 000 habitants en France ont l'obligation de faire un plan de mobilité durable. On reverra ça plus loin. Et puis, c'est bien aussi quand l'autorité de transport
peut être compétente pour les investissements, pour permettre une vraie cohérence de la réalisation des investissements. Une question, c'est le transport informel, que beaucoup de grandes villes connaissent. Vous en avez aussi au Brésil, hein, avec les vannes. Voilà. Et c'est à prendre en compte. Au regard des enjeux économiques et sociaux que représente le transport informel, c'est quelque chose qui peut être pris en compte par cette autorité pour l'intégrer progressivement dans le réseau. Voilà. Bon, le niveau territorial pour organiser les transports, on peut avoir le niveau municipal, rester au niveau de municipalité, c'est ce qui se fait beaucoup dans les pays de l'Est, hein, en Pologne, en Hongrie, voilà. On peut avoir une organisation à l'échelon régional, voilà. C'est ce qu'on peut trouver en Espagne, à Madrid, à Londres, avec le Grand Londres, qui est la métropole, à Bruxelles, à Berlin. À Berlin aussi, on a une autorité compétente sur de l'Andorre, ou à Paris, on est compétent sur la région. Voilà. Dans certains pays, le rôle de l'État reste important. C'est-à-dire que souvent dans les grandes villes, et notamment dans les régions capitales, l'État veut rester présent pour gouverner la mobilité. Par exemple, à Lima, où l'État est compétent sur le métro, l'État voudrait mettre en place une autorité où il y a à la fois l'État, mais aussi le niveau régional et les municipalités, pour pouvoir gouverner tout ça ensemble. Pour gouverner le métro, les bus, voilà. 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 Et en France, on a en fait différents cas de figure parce que l'Île-de-France est un cas spécial puisqu'on a une autorité intégrée, compétente sur tous les moyens de transport. On va le voir. Mais sur le reste du territoire français, il y a eu un partage des compétences. La région s'occupe du train régional. Le département, qui est une entité intermédiaire, au-dessus des communes, s'occupe du bus interurbain. Et les communes s'occupent des transports urbains. Mais il y a un mouvement qui se fait, où ils sont en train de créer des structures pour travailler ensemble. Voilà. Voilà. Comment gérer les transports publics? Une autorité organisatrice peut exécuter elle-même le service. On appelle ça des opérateurs internes. Par exemple, à Londres, c'est l'autorité de transport, Transport for London, qui exploite directement le métro. Pour un pays qui est très libéral, qui aime bien les mises en concurrence, c'est d'ailleurs assez intéressant comme cas de figure. Avoir des opérateurs internes, ça existe assez souvent en France encore, dans les villes moyennes, à Marseille, à Nice, à Toulouse. Mais on a aussi des cas, à Copenhague aussi, on a un opérateur interne. Voilà. Mais sinon, le principe qui se développe le plus, et que l'Union européenne veut promouvoir dans l'espace européen, c'est le principe d'une autorité régulatrice qui passe des contrats avec des opérateurs après un appel d'offres. Voilà. Et généralement, soit l'appel d'offres permet de choisir un opérateur qui va exploiter tout le réseau. Ça, c'est pour les petites villes, les petits réseaux. Soit il y a plusieurs appels d'offres pour attribuer les différents réseaux à plusieurs opérateurs. Voilà. Par exemple, à Londres fait des appels d'offres pour gérer pour quasiment chaque ligne de bus. Voilà.
Autre principe pour une autorité organisatrice forte, et je crois que ça c'est un des débats depuis que je viens travailler au Brésil qui est essentiel, c'est un organe de décision politique fort. Il faut qu'il y ait un organe qui rassemble toutes les autorités, tous les gouvernements locaux. Ça c'est la clé. C'est une évidence, mais voilà. Mais ça ne suffira pas. Il faut, dans l'autorité organisatrice, des personnels formés, qualifiés, avec une très haute expertise. Il ne faut pas que l'expertise elle soit seulement chez les opérateurs de transport. Souvent, l'opérateur de transport va dire « Moi, je connais, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout ». C'est pas comme ça. Il faut que, dans l'autorité organisatrice, il y ait des professionnels compétents. Voilà. Autre point, il faut des ressources financières durables, pérennes. C'est ce qui va donner de la crédibilité, de la force à l'autorité organisatrice et lui donner les moyens de mener des politiques ambitieuses. Dans les ressources, bien sûr, il y a les ressources payées par les usagers, les voyageurs. Il y a l'argent que peuvent apporter les collectivités locales. Mais il y a aussi des taxes qu'on peut percevoir. Des taxes, nous, en France, on a une taxe sur les entreprises. Les entreprises contribuent au financement du système de transport. Mais en contrepartie, elles bénéficient d'un système de transport performant qui contribue à leur performance économique. Voilà. Mais on peut faire aussi des péages urbains, comme à Londres, à Stockholm, à Milan. On peut faire des taxes sur le foncier, puisque le transport public va valoriser des opérations urbaines, de logements, de bureaux, et on peut prélever des taxes là-dessus. Londres le fait. Copenhague le fait. Voilà. Et puis, c'est bien d'avoir des ressources, mais il faut maîtriser les dépenses. Et c'est pour ça que le contrat avec les opérateurs est déterminant pour bien maîtriser les dépenses. Ça doit notamment permettre un bon contrôle des investissements, une bonne tarification, et puis peut-être on peut rechercher aussi des recettes commerciales nouvelles à travers la publicité. Voilà. Et pour être concret, donc, je vais donner l'exemple du STIF, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, franchement. Hein. L'Île-de-France, Paris et l'Île-de-France, voilà, je rappelle, c'est 12 millions d'habitants, 6 millions d'emplois, un tiers de la richesse française, 12 000 km², voilà. Et on a plusieurs gouvernements locaux qui sont compétents sur ce territoire. On a le conseil régional, qui est l'équivalent des États au Brésil, qui va être compétent sur toute la région. Voilà. On va avoir la ville de Paris, très puissante. C'est une municipalité très puissante, très riche. Voilà. On a des départements. C'est un échelon administratif intermédiaire entre la région et les municipalités. On a presque 1300 municipalités en Île-de-France. En France, les municipalités sont beaucoup plus petites qu'au Brésil. Elles ont des compétences propres, notamment pour faire la police sur la voirie, par exemple. Voilà. Mais je pense qu'elles sont moins puissantes que les municipalités brésiliennes. Et oui, il y a 36 000 communes en France. C'est une création de... C'est la base administrative de la France. 36 000 communes. Voilà.
Et les communes se regroupent en établissements de coopération intercommunale, intermunicipale. Et on appelle ça le millefeuille administratif français. Voilà. Donc on a un défi, c'est que le STIF va devoir organiser le transport sur toute l'Île-de-France, dans une zone urbaine qui est figurée en couleur foncée, hein, mais aussi pour une zone non urbaine en vert clair, et va falloir qu'on associe toutes. Finalement, comme l'a dit ce matin quelqu'un, c'est peut-être plus compliqué en France qu'au Brésil pour faire travailler tout le monde ensemble. Bon, je suis un peu provocateur, hein. Voilà. Et donc, que fait le STIF? Alors, la loi qui a créé le STIF, on y reviendra, a confié au STIF toutes les compétences en matière de transport. On est compétent sur tous les modes de transport, le train régional, le train express régional, qui est un réseau de trains rapides qui traverse toute la région, en traversant Paris, pour le métro. Oui. On est compétent pour le tramway, pour les bus, voilà, tous les modes de transport, même pour le transport fluvial. Voilà. Et donc, on va définir les prix, les tarifs que paye l'usager. On va définir le niveau d'offre de transport, quelle est la fréquence des bus, des métros, des trains, quel est le niveau, l'amplitude de transport, matin, soir, la nuit, et les objectifs de qualité de service. Parce que c'est important d'offrir aux voyageurs un transport fiable, avec du personnel compétent, avec une bonne information, avant et pendant le voyage, des véhicules propres. Voilà. Et pour mener à bien ces missions, on a des contrats avec les opérateurs. Et on verra, on a des opérateurs de transport, de très bons opérateurs, mais très puissants, puisqu'on a la RATP qui est une entreprise publique. C'est-à-dire que c'est une propriété de l'État central français. La SNCF est aussi une propriété de l'État central français. Et puis on travaille avec 74 entreprises privées qui sont regroupées dans une association professionnelle qui s'appelle Optil. Mais je crois qu'au Brésil, vous avez souvent des associations qui regroupent les transporteurs bus. Hein, comme Fait Transport à Rio, par exemple. Voilà. Mais en même temps, on est aussi compétent pour planifier la mobilité. On doit faire un plan de mobilité durable pour 2010-2020. Ça porte non seulement sur le développement des transports publics, mais aussi sur quelle part pour la voiture, quelle place pour les vélos, quelle place pour la marche, quelle place pour les motos. Voilà. Bien sûr, on étudie les investissements à faire en région Île-de-France et on pilote la réalisation des investissements pour moderniser et développer le réseau. Compétence très importante, c'est qu'on veille, on veille à ce qu'il y ait une bonne connexion des réseaux. On appelle ça l'intermodalité, l'intégration intermodale. Et si on veut offrir aux citoyens, aux voyageurs un service de qualité, il faut qu'il y ait des bonnes connexions. C'est vraiment une des clés pour développer un transport de qualité. Et sur ce point-là, de ce que j'ai vu à Rio ou São Paulo, il y a des vrais enjeux. Voilà. On ne fait pas des transports qui ne se croisent pas. Les transports se croisent et se maillent. On parle d'un maillage. Et puis, dernière compétence majeure, on a les ressources financières et on doit
veiller au bon équilibre financier du système. Voilà. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou des... Voilà. Et, en quelques mots, les réseaux existants. On a 16 lignes de métro, dont 2 lignes automatiques. C'est opéré par la RATP. On a 8 lignes de tramway. Le tramway est un mode de transport qu'on a beaucoup développé en Île-de-France parce qu'il est complémentaire du réseau métro et du réseau ferroviaire. En ces 2 dernières années, on a mis en service 4 nouvelles lignes de tramway. Voilà. Et le tramway est l'occasion de faire des opérations urbaines, de requalification urbaine. La ville de São Paulo a sollicité l'expertise du STIF pour voir si ce ne serait pas intéressant pour eux de développer un réseau de tramway complémentaire du réseau de train métropolitain et du métro, plutôt que de faire du monorail partout. Voilà. Et puis on a une ligne de bus rapide transit, BRT, mais ce n'est pas le Transmilenio comme à Bogota, c'est beaucoup moins capacitaire, qu'on a appelé le Tezen, c'est une marque du STIF. C'est le STIF qui a innové en mettant en place ce mode de transport, voilà, et qui est exploité par une société privée, Transdev. Après, on a aussi un réseau ferroviaire régional. Le métro, il est là, dans Paris, et dans la couronne de Paris. Les tramways sont autour de Paris, là. Et puis là, vous voyez tout le réseau ferroviaire régional. C'est Spiderweb, une toile d'araignée, qui dessert. Voilà. Et notamment, on a 5 lignes de réseau de train express régional qui traversent, qui vont du nord au sud ou de l'est à l'ouest et qui traversent Paris. Et la plus importante, c'est la ligne rouge, le RER-A, qui va de Disneyland, qui passe dans Paris et qui va dans le quartier d'affaires de la Défense et qui continue à l'ouest. Chaque jour, cette ligne transporte 1 200 000 habitants, 1 200 000 voyageurs. Voilà. J'ai vu qu'à São Paulo, les lignes les plus importantes transportaient 750 000, 800 000 voyageurs, par exemple. Voilà. Et on a une autre ligne aussi très structurante, la ligne bleue, voilà, qui va de l'aéroport de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, qui traverse Paris, va au sud. Donc on a une liaison de transport en commun avec l'aéroport, ça c'est fondamental pour l'activité économique, pour l'attraction de la ville. Voilà. Et là, elle transporte 900 000 personnes par jour. Voilà. Et ces lignes RER sont exploitées en commun par la RATP et la SNCF. Mais on a aussi un réseau ferroviaire régional. Hein, ce sont toutes les lignes que vous voyez en bleu, en vert, en brun, en rose, en mauve. C'est le train, c'est le réseau régional classique. Et qui va desservir la zone dense, la zone urbaine dense, mais aussi les zones rurales. Voilà. Et on a un système très bien organisé, avec beaucoup de transport radial, des gens qui vont travailler sur Paris. Voilà. Et un des enjeux qu'on va avoir, ça va être de développer dans le futur les déplacements autour de Paris pour aller de banlieue à banlieue sans passer dans le centre de Paris. Et en complément du réseau ferroviaire et du réseau métro, on a 1500 lignes de bus. Et notamment, on a un réseau très très dense, la desserte de bus est très dense.
Dans Paris, on a 347 lignes de bus qui sont exploitées par la RATP. Et on a presque 1200 lignes de bus dans toute la banlieue. Voilà. Et puis on a le TZN, le BRT. On ne le voit pas sur la carte, mais dans le sud de l'Île-de-France, c'est ça, le TZN. Voilà. 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 Alors le STIF, en fait, a été créé en 1959 par l'État français, l'État central. Et de 1959 à 2005, l'État et les gouvernements locaux ont travaillé ensemble pour faire fonctionner les transports, surtout pour les financer. Le STIF à l'époque n'avait pas autant de compétences qu'il en a aujourd'hui. C'est avant tout une compétence de financement. Voilà. Et puis, après 20 ans de réflexion, le gouvernement central a décidé de se retirer du STIF et de laisser le pouvoir aux collectivités territoriales, aux gouvernements locaux. Il l'a fait proprement. Il a laissé des ressources nouvelles aux gouvernements locaux pour qu'ils aient les moyens de financer les transports et d'avoir une politique de transport ambitieuse. Il y a eu des négociations très longues entre l'État central et les gouvernements locaux. Voilà. Voilà. Mais ça s'est fait de façon propre et intelligente. Voilà. Et donc, depuis 2005, le STIF est dirigé par les gouvernements locaux. Voilà. On a 29 membres dans notre conseil d'administration. Voilà. On a 15 représentants de la région. Donc, 5 représentants de la ville de Paris. Un représentant de chaque département. Un représentant des intercommunalités, des intermunicipalités. Et puis, on a un représentant du monde de l'entreprise, des entreprises publiques et privées, parce qu'elles financent le système de transport. Voilà. Et en fait, c'est là que tout se joue. On a un conseil d'administration où tous les décideurs politiques sont présents. Le président du STIF, actuellement c'est Jean Peluchon, est aussi le président de la région. C'est comme si le président d'un État du Brésil présidait l'autorité organisatrice. Voilà. Il la préside parce que, on verra, il apporte beaucoup de... Les répartitions des sièges sont en fonction des financements qu'apporte chaque gouvernement local. Voilà. Tout ça, ça a été organisé par une loi nationale, votée par le Parlement français. Mais, en fait, on a un organe où se prend les décisions pour l'ensemble du territoire, en pensant à développer tous les territoires de la région, en cohérence avec l'aménagement urbain, et tout le monde doit jouer le jeu. Les gens qui amènent de l'argent, c'est pour le partager, le mutualiser, et contribuer au développement de l'ensemble de la région. C'est ça le point fort. On dit que le conseil d'administration du STIF est une machine à créer du consensus. Personnellement, j'ai été le secrétaire du conseil d'administration pendant 10 ans, et donc je travaille avec les politiques pour traiter les dossiers et créer les conditions du consensus et des accords. Autre point essentiel, c'est les personnels qui travaillent. Au STIF, on est aujourd'hui 350. En 2005, il y a 10 ans, on n'était que 120. Et quand le STIF a été décentralisé, confié aux gouvernements locaux,
les gouvernements locaux ont décidé de recruter des experts compétents pour mener des politiques ambitieuses, pour pouvoir négocier des contrats ambitieux avec les opérateurs de transport. Notamment, on a 50 personnes qui travaillent sur les études. C'est un point clé stratégique. Ça assoit notre crédibilité. On a 80 personnes qui travaillent sur les projets d'investissement. On a 120 personnes qui travaillent sur les conditions d'exploitation du réseau, le suivi des contrats. Quelle offre on met en place, quelle qualité de service. Et puis on a une direction des finances et du contrat, qui s'appelle secrétariat général, mais c'est la direction des finances et du contrat. Au STIF, on a aussi le souci de travailler les relations avec les voyageurs. En France, et particulièrement en Île-de-France, il y a des associations d'usagers très puissantes. Et il faut dialoguer avec elles, leur expliquer nos politiques. Pourquoi on fait tels investissements, pourquoi on fait tel choix, quelle politique on mène pour améliorer les transports. Les usagers sont partie prenante des processus de décision. Ils sont associés, à la fois parce que la loi le prévoit, mais aussi parce que le STIF a voulu aller plus loin que la loi et bien associer les usagers aux décisions. C'est une petite équipe que je dirige, en plus des affaires internationales. Voilà. Mais j'insiste beaucoup, c'est stratégique. Si vous n'avez pas le personnel qualifié, à ce moment-là, c'est les opérateurs qui... En face de nous, on a des opérateurs très puissants, aussi puissants que les concessionnaires qu'on peut avoir au Brésil. La RATP, qui est une entreprise d'État, c'est 45 000 personnes en Île-de-France. La SNCF, c'est 30 000 personnes en Île-de-France. Et c'est des experts de très haut niveau. Voilà. Alors, autre point crucial, c'est les financements. La loi qui a créé le STIF, mais la loi qui en France crée les autorités organisatrices de transport, a prévu que ces autorités aient des ressources. Et les ressources pour une autorité organisatrice en France, il y en a trois majeures. Il y a les recettes tarifaires, c'est payé par l'usager. Ça représente au global 10 milliards de réals. Alors, peut-être vous avez vu, il y a une différence. C'est que quand vous êtes employé par une entreprise à Paris en Île-de-France et que vous prenez un abonnement, parce qu'en Île-de-France, on a des abonnements pour la semaine, pour le mois ou pour l'année, la loi prévoit que l'entreprise rembourse 50% de l'abonnement. Voilà. Ça représente, c'était les chiffres 2013, ça représente à peu près 3 milliards de réals. Voilà. Alors, on verra que le voyageur, globalement, il couvre à peu près 40% du coût du transport. Ça, c'est un choix qui a été fait par les élus, par les politiques. Voilà. De ne pas faire payer 100% du transport aux voyageurs. En Europe, c'est assez rare que le voyageur paye 100%. À Londres, le voyageur paye 60 à 70% du coût du transport. C'est sans doute le taux de couverture le plus élevé. Le reste, ce sont des taxes ou des subventions du gouvernement anglais. Voilà. Autre ressource importante, c'est la taxe au transport ou le versement transport en français. C'est la même chose. Ouais. Taxe au transport. C'est une taxe qui est payée par toutes les entreprises qui emploient 9 salariés et plus et qui est donc payée par toutes les entreprises publiques ou privées. C'est une taxe qui a été créée en 1971.
qui a plus de 40 ans. Elle existe partout en France. Et pourquoi les entreprises ont accepté de la payer? Certes, la loi française, la loi nationale l'a imposée, mais les entreprises acceptent de payer parce que ça contribue à financer un système de transport performant. Tous les gens qui vont au travail en prenant le métro, en prenant le train, en prenant le tramway, eh ben, ils ne sont pas dans les embouteillages. Ils arrivent à l'heure, dans de meilleures conditions. Le temps moyen à Paris en Île-de-France que passe une personne qui vit en banlieue et qui travaille dans Paris, l'aller-retour, c'est 2 heures maximum. Je sais qu'au Brésil, à Sao Paulo, Rio, c'est beaucoup plus long. Ça peut être 4 heures aller-retour, des fois. Voilà. C'est bon. C'est un choix qui a été fait. Les entreprises l'acceptent. Voilà. C'est vrai qu'en France, on dit la France, c'est le pays des taxes et des impôts. Mais s'il y a un impôt qui est intelligent, c'est celui-là. Et même l'Angleterre, même Londres, le pays du libéralisme, est d'accord pour que ce type d'impôt puisse se développer un jour en Europe. Ça fait partie des propositions qui ont été déposées auprès de la Commission européenne, qu'on discute avec la direction générale chargée de la mobilité au niveau de l'Union européenne. Voilà. Et puis, troisième grande source de revenus, c'est les gouvernements locaux eux-mêmes qui disposent de ressources propres, qui sont des impôts et des taxes payés par les citoyens, et qui contribuent au financement du système. C'est à peu près, je dirais, 5 à 6 milliards de réals. Alors que la taxe transport, c'est 10 milliards de réals par an. Voilà. Et ça fait un budget global de 9 milliards de réals. Non, pardon, 9 milliards d'euros, c'est 27 milliards de réals, pardon. Pour le fonctionnement, sans les investissements. Et c'est un système où on n'a pas le droit d'être en déficit, où les élus locaux sont responsabilisés. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut créer de l'offre supplémentaire ou offrir plus de qualité de service, pour le financer, on peut soit augmenter les tarifs, la taxe versement transport est aujourd'hui à son maximum, donc on peut soit augmenter les tarifs, et si on n'augmente pas les tarifs, alors à ce moment-là, les gouvernements locaux devront apporter des financements supplémentaires pour couvrir les dépenses qui ont été engagées. Les élus, les hommes politiques qui sont au Conseil du STIF, quand ils prennent la décision de développer le transport, de créer de l'offre en plus, de la qualité de service en plus, ils sont responsables. Soit ils augmentent les tarifs, et s'ils ne veulent pas les augmenter, parce que c'est très impopulaire d'augmenter les tarifs, alors à ce moment-là, ils devront augmenter leurs contributions qu'ils apportent. O STIF tem poder para determinar valor a ser pago pelos governos locais? E o que acontece se o governo local não pagar? Il n'a pas le droit de ne pas payer. La loi l'oblige à payer. Les gouvernements locaux fixent le tarif dans le conseil d'administration du STIF. C'est les gouvernements locaux qui sont membres du board du STIF, du conseil d'administration, qui prennent la décision de fixer les tarifs. Si les tarifs n'augmentent pas assez pour couvrir les dépenses supplémentaires, et si on ne trouve pas d'autres ressources, on peut faire des économies aussi. On a trouvé des ressources supplémentaires en faisant des économies dans les contrats avec les opérateurs. Mais si les tarifs n'augmentent pas assez et qu'on a besoin de ressources supplémentaires, eh ben les gouvernements locaux ont l'obligation. Ils ne peuvent pas se dérober. Ils doivent. Et si c'est jamais arrivé qu'un gouvernement local soit en faillite, mais c'est une dépense obligatoire pour le gouvernement local. La loi interdit au STIF d'être en déficit. C'est une manière de responsabiliser les hommes politiques. Ils prennent une décision, voilà. Alors,
pour être clair, le versement transport, c'est une taxe qui est assise sur les salaires. Le taux maximal de cette taxe, on peut le voir, je ne l'ai pas là. Le taux maximal de cette taxe est fixé par une loi nationale. Et dans la limite du taux maximal fixé par la loi, c'est le STIF qui arrête le taux de la taxe. Aujourd'hui, on est au taux maximal. Voilà. Donc il y a des hommes politiques, des gouvernements locaux qui disent « Nous, on n'a plus assez d'argent pour financer des politiques. Il ne faut pas trop augmenter les tarifs parce qu'il y a la crise économique, la crise sociale en France. Donc ils demandent au gouvernement central de relever le taux de versement transport pour avoir des recettes supplémentaires. Et le gouvernement central vient d'accepter de relever les taux. Voilà. Voilà. Comment sont arrêtées la répartition des sièges au conseil d'administration du STIF? C'est en fonction des contributions qu'apporte chaque collectivité. Cette répartition-là que je vous montre, la région a la majorité des sièges au conseil d'administration du STIF parce qu'elle finance 51% des contributions publiques. Voilà. Ces règles-là sont arrêtées dans la loi, dans les textes. Voilà. Quand la loi a été rédigée, ça a été négocié avec les gouvernements locaux, par le gouvernement central. Le gouvernement central n'impose pas les choses comme ça, il a négocié avec les gouvernements locaux. Voilà. Voilà. Et par exemple, donc, pour les contributions publiques qui sont versées au STIF, 51% le sont par la région, 30% par la ville de Paris, 7,7% par le département des Hauts-de-Seine, qui est le département le plus riche de France, où il y a beaucoup d'entreprises avec le quartier d'affaires de la Défense, qui est un très grand quartier d'affaires. Voilà. Vous voyez hein, que les autres départements, collectivités, ont une participation qui n'est pas très élevée. Et pour eux, être au STIF est intéressant. Mais ils participent quand même. Même s'ils ont moins de moyens que la région et la ville de Paris, ils participent. Ils font un effort pour être. Mais en retour, ils bénéficient d'investissements et de création d'offres bien supérieurs à l'investissement qu'ils apportent, à l'investissement initial. Voilà. Et ce plan de mobilité durable doit être compétent avec le schéma directeur, le plan régional d'aménagement du territoire. Le conseil régional, qui est l'équivalent je le rappelle, de l'État au Brésil, a la compétence pour planifier l'aménagement urbain sur tout le territoire. Voilà. C'est un plan pour 15 ans, 2015-2030. Le dernier, voilà. Et notre plan de mobilité est compétent, est cohérent, doit respecter les grands principes du plan d'aménagement urbain. On doit faire des nouvelles lignes de transport, là on va créer de nouvelles villes, là on va créer de nouveaux équipements. Actuellement, le plan directeur de la région, le plan d'aménagement urbain, prévoit d'éviter l'étalement urbain. On veut éviter l'étalement urbain, on veut densifier la ville et donc construire là où il y a déjà des bonnes dessertes de transport en commun pour éviter un étalement de la ville et préserver des espaces naturels. Et dans ce cadre-là, nous on prend en compte, en tant que plan régional, le plan de mobilité régional prend en compte les objectifs du plan d'aménagement urbain. Il y a une cohérence. On prend aussi en compte les objectifs du plan régional pour le climat. Puisque on a des objectifs en France, au niveau national, qui sont déclinés au niveau régional, mais qui sont des objectifs européens de diminuer l'émission de CO2, principalement des gaz à effet de serre. Hein, on doit les diminuer de 20%. Voilà. Et voilà. Et donc, on s'inscrit dans une cohérence globale. Et les objectifs du plan de mobilité durable s'appliquent et doivent être respectés par les plans locaux d'urbanisme qu'élaborent les municipalités. Voilà.
Il y a une espèce de cohérence d'ensemble dans tout ça. Chacun ne fait pas n'importe quoi. On vise à ce que tout s'articule de manière cohérente. Pas toujours facile, hein. Et notre plan de déplacement, on a relevé 9 défis. 9 défis à relever en fait. On veut améliorer les conditions de déplacement. Donc on veut construire une ville qui soit plus favorable au déplacement à pied, en vélo, en transport collectif. Un exemple, dans les villes, on limite la vitesse à 30 km/h aujourd'hui. De plus en plus de rues dans Paris sont limitées à 30 km/h. En banlieue, de plus en plus, la vitesse est limitée à 30 km/h. À cette vitesse-là, c'est plus facile de faire des voies pour les vélos, c'est plus facile de faire circuler les piétons dans de meilleures conditions de sécurité. On doit rendre les transports plus attractifs. Ça, c'est la responsabilité du STIF. Développer, avoir un système de transport performant, rapide, ponctuel, fiable. Voilà. On doit... Là, j'ai un petit trou de mémoire. Excusez-moi. On doit aussi redonner plus d'importance à la marche. C'est important. Par exemple, le STIF finance des accès piétons pour aller dans les gares, dans les stations, dans les grandes gares. On doit inciter à la pratique du vélo. Donc le STIF va financer des parkings pour les vélos dans les gares ou les grandes stations de métro. On va aussi financer des voies réservées aux vélos. J'ai vu qu'à São Paulo, la ville de São Paulo a décidé de faire des voies vélos. J'ai cru comprendre d'ailleurs que ça faisait des débats avec l'État, qui n'était pas tout à fait d'accord et que ce n'était pas très bien vécu. Voilà. Bon. Voilà. On doit aussi agir sur les conditions d'utilisation des véhicules individuels. Et notamment, concrètement, ça veut dire quoi? Un des principaux leviers pour agir sur la voiture, c'est le parking. Dans notre plan de mobilité durable, dans notre PDU, on a des règles très précises sur le stationnement. On limite le stationnement dans les zones denses qui sont très bien desservies par les transports en commun. On réduit le stationnement des voitures, on augmente le stationnement des vélos. Ce sont des règles qui sont dans le plan de déplacement urbain et qui s'imposent aux documents d'urbanisme locaux. Voilà. Bien sûr, on doit favoriser l'accessibilité du réseau de transport. L'accessibilité, c'est faire des tarifs attractifs pour toute la population, mais aussi pour les personnes âgées, pour les chômeurs. Et on a des tarifs. Et puis, c'est des transports accessibles pour toutes les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite. Voilà. Et puis, il y a un volet sur lequel, qui est améliorer la desserte des marchandises. Et ça, c'est un point aussi extrêmement important et essentiel. Voilà. Là-dessus, c'est surtout la région qui est compétente. Le STIF fixe des grands principes, mais n'est pas compétent pour le transport de marchandises. Certains voudraient qu'on devienne compétent pour le transport de marchandises. Voilà. Et bien sûr, on doit travailler Et bien sûr, on va travailler pour mettre en œuvre ces mesures, parce que comme les communes sont compétentes sur la voirie, et beaucoup de ces mesures supposent que les communes s'en emparent pour aménager la voirie en conséquence. Donc, on essaye d'organiser une gouvernance qui responsabilise tous les acteurs, et notamment les communes et les départements qui sont compétents pour la voirie. Et on fait aussi des actions pour faire changer les mentalités dans la population. Voilà. Et nos objectifs pour 2020, dans un contexte où la mobilité va augmenter de 7%,
c'est augmenter la part des transports publics de 20%, de la marche et de la bicyclette de 10%, de réduire la part de la voiture de 2%. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est ambitieux. Voilà. Et dans le même temps, les déplacements augmentent 37%. Il y a 41 millions de déplacements en Île-de-France. Il y en a 8,3 millions qui sont faits en transport en commun aujourd'hui. 15 millions en voiture. Il faut savoir que le nombre de déplacements en voiture s'est stabilisé entre 2000 et 2010. En 2000, on a eu un premier plan de mobilité durable élaboré par l'État. Et ce plan de mobilité durable, il a permis de stabiliser la part de le nombre de voyages en voiture, voilà, qui est resté à 15 millions. Donc avoir des plans de mobilité durable, ça marche. C'est pas qu'un plan marketing pour faire joli et dire que c'est bien, j'ai mon plan de mobilité durable, pour faire un peu de vélo, pour faire un peu de transport en commun. On obtient des résultats concrets. Voilà. Donc l'objectif, réduire l'émission de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2020. C'est un objectif qui est un objectif européen, mais on a d'autres problèmes de pollution liés aux particules fines en ce moment. En ce moment, à Paris, il y a de la pollution due aux particules fines. Voilà. Voilà. Et donc nos politiques, c'est créer des gares, des deux d'échange de transport performants, où les échanges entre les différents modes de transport se font facilement. Ça, c'est un point clé. On appelle ça les pôles d'échange. Favoriser l'accès aux gares pour les piétons, pour les vélos. On finance des parcs à vélos, on finance des accès pour les piétons. On a un grand plan pour les personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite. On a 5 milliards de réals prévus pour aménager le réseau de bus et le réseau des trains. On a un plan pour améliorer l'information des voyageurs, car en Île-de-France, les enquêtes montrent qu'après la ponctualité des transports, ce que les voyageurs attendent, c'est une information. Avant le voyage, mais aussi pendant le voyage, quand il y a des perturbations. Et donc c'est le STIF qui élabore ce qu'on appelle un schéma directeur, un grand plan directeur pour l'information aux voyageurs. On finance des gares routières pour favoriser l'intermodalité entre le train, le métro et le bus. Voilà. C'est pas facile, parce que les communes, elles n'aiment pas les gares routières. Elles trouvent que ça pollue, que c'est bruyant. Voilà. Donc là, voilà. On finance la construction ou la modernisation de parkings, de parcs relais, près des gares, dans la grande banlieue, dans les villes les plus éloignées de Paris. Parce que comme ça, les gens peuvent venir en voiture jusqu'à leur gare et ensuite se rendre dans Paris en train, en RER. Et puis, on a financé la télébillettique, le système de billettique intégré, mais aussi des systèmes pour lutter contre la fraude et pour la sécurité. Voilà. On a développé l'offre récemment, depuis 2006, ça fait plus de 2 milliards de réals depuis 10 ans. Beaucoup de bus. On a voulu renforcer l'offre de bus dans Paris, mais aussi dans les zones rurales. C'est la volonté d'avoir un développement équilibré pour toute la région, Île-de-France. On a développé l'offre de tramway, bien sûr, le métro, et beaucoup d'offres aussi de trains et de RER en plus. Ça, c'est depuis que le STIF est décentralisé, c'était la volonté des élus politiques du STIF. Voilà. Et puis, on a une tarification intégrée depuis 1975 en Île-de-France. Et on a des abonnements pour le mois, pour la semaine ou pour l'année. Ce sont des abonnements zonaux. Actuellement, il y a 5 zones.
Donc on peut prendre un abonnement pour 2 zones au minimum. Ça peut être 3, 4 ou 5 zones. Voilà. Et le conseil du STIF a décidé, au début de cette année, de supprimer toutes les zones et d'avoir un seul tarif d'abonnement pour circuler dans toute l'Île-de-France. Il y aura un tarif unique de 70 €, ça fait 210 réals. Voilà. C'est une décision politique. 210 réals par mois. Alors, ça fait des recettes en moins pour le STIF. Mais comme je vous ai expliqué, on n'a pas le droit d'être en déficit. Donc, le conseil régional va compenser la perte de recettes du STIF en augmentant sa contribution publique au STIF. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Notre politique d'investissement, on va investir plus de 22 milliards d'euros de réal, 22 milliards de réal pour des nouveaux matériels roulants, des nouveaux trains, des nouveaux BRT, des nouveaux tramways, des nouveaux bus. Et on va investir près de 6 milliards de réal pour améliorer la qualité de service, améliorer l'information des voyageurs, moderniser les ascenseurs, des nouveaux automates de vente, tous les équipements qui améliorent la qualité du transport. Voilà. On a un grand plan d'évolution de la flotte de bus. On a 9000 bus en Île-de-France. Alors, en fait, on va moderniser les bus. Voilà. En fait, aujourd'hui, on n'achète plus de bus diesel. Voilà. C'est uniquement des bus hybrides ou des bus au gaz. Et on vise, à l'horizon 2020-2025, d'avoir des bus électriques. Et le STIF finance, à partir de la fin de l'année 2015, une ligne de bus dans Paris, uniquement bus électriques. Et ce n'est pas des minibus, c'est des bus normaux, standards. C'est l'entreprise française Bolloré qui va fournir ces bus. J'ai vu qu'il y avait un bus électrique qui était en exposition devant le centre de conférence. Voilà. Là, il faut être honnête, Paris et l'Île-de-France, on est en retard par rapport à d'autres grandes capitales européennes. À Stockholm, par exemple, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Mais on est en train de rattraper notre retard. Voilà. Et puis, pour finir, on a des grands projets d'investissement en Île-de-France. Et le but, c'est à la fois, c'est pas seulement de créer des nouvelles lignes de transport, il faut aussi moderniser le réseau existant. Les voyageurs nous disent « Ah, vous allez faire un nouveau métro autour de Paris. Ouais, très bien. Mais moi, mon mode de transport aujourd'hui, qui marche mal, qu'est-ce que vous faites pour l'améliorer ?» Donc, on a un grand projet qui s'appelle le Nouveau Grand Paris. Et il y a 2 grands volets dans ce projet du Nouveau Grand Paris. Il y a un plan de mobilisation pour moderniser le réseau existant. Et notamment, on veut moderniser les lignes de RER qui ont besoin d'être modernisées, d'être renforcées. Nouveau matériel, changement des rails, nouvelle signalisation. Voilà. Mais on modernise aussi, on étend aussi le réseau. Nouvelle ligne de tramway, nouvelle ligne de BRT, nouvelle ligne de train. Voilà. C'est 45 milliards de réals d'ici 2030. Voilà. Et l'autre grand projet, c'est un nouveau métro automatique qui va faire le tour de Paris, dans la proche banlieue. C'est un projet qui est porté en commun par l'État et par les gouvernements locaux. Le projet est construit, ce métro est construit par une société
spéciale, la Société du Grand Paris. Mais cette Société du Grand Paris doit rendre des comptes au STIF, qui est l'autorité organisatrice. Et le projet est un projet qui a dû être approuvé par le STIF avant. Et on vérifie notamment que ce projet, qu'on a fait évoluer, qu'on a fait bouger d'ailleurs le STIF, voilà, se maille bien, se connecte bien au réseau existant. Le but, c'est de décharger le réseau radial existant en permettant d'aller de banlieue à banlieue plus facilement. Voilà. Là, vous voyez tous les points de correspondance. Là, on voit tout le réseau existant en gris, et là, on a tous les points de correspondance. Voilà. C'est un projet un métro automatique de 205 km, 72 nouvelles gares, et officiellement, c'est 70 milliards de réals, mais on sait qu'il coûtera plus cher. Et le rôle du STIF, c'est de vérifier les coûts que nous donne la Société du Grand Paris et le calendrier. Voilà. 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 Donc voilà. Donc voilà, le STIF, c'est une autorité organisatrice souple qui a évolué dans le temps et qui va continuer à évoluer, puisque la loi française, depuis 2014, nous donne le droit, en plus du transport public, d'organiser du vélo partage, de l'autopartage, du covoiturage. Voilà. Alors, il va falloir qu'on travaille, voilà, et de travailler sur toutes les nouvelles formes de mobilité. Voilà. On avait déjà travaillé sur ces mobilités puisqu'on faisait le plan de mobilité durable. Mais on n'était pas compétent pour mettre en place ces nouvelles formes de mobilité. Aujourd'hui, on l'est. Et l'avenir des autorités de transport dans les grandes villes du monde, c'est ça. Une autorité intégrée, compétente sur les transports publics, mais sur toutes les formes de mobilité. Voilà. Et pour finir, j'insisterai, il n'y a pas de modèle unique, il n'y a pas de modèle absolu. Chacun évolue en fonction de ses objectifs, du contexte local. Hein. Une autorité régulatrice peut commencer sur un périmètre réduit, un territoire réduit, des compétences réduites. Mais des compétences où elle va affirmer son rôle, sa légitimité, sa crédibilité. Par exemple, pour être concret, on a suggéré à l'État de Rio, qui veut faire une autorité régulatrice, que peut-être cette autorité régulatrice soit compétente sur les interconnexions, l'intégration, l'intermodalité, où il y a beaucoup de choses à faire, avec un plan directeur de l'intermodalité, pour gagner sa légitimité, sa crédibilité. Voilà. Une autorité organisatrice, c'est le lieu où tous les gouvernements locaux doivent se rencontrer pour prendre des décisions ensemble. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une volonté politique forte, qui peut être donnée par le niveau national, mais qui peut être aussi affirmée par le niveau régional. La région Île-de-France voulait devenir le patron des transports en Île-de-France, mais en coopération, en concertation avec les autres autorités locales. Voilà. Voilà. Et donc c'est une stratégie de moyen et long terme. Il ne faut pas se décourager. Les choses ne se font pas comme ça. Voilà. Mais chacun son contexte, chacun ses moyens et ses objectifs. C'est simplement quelques possibilités, quelques idées, quelques pratiques pour arriver. Et je crois qu'au Brésil, vous avez, au vu des débats que j'ai entendus ce matin, avec l'échelle de la région métropolitaine, qui semble s'imposer, qui semble être pertinente pour organiser la mobilité, vous avez des atouts pour réussir, il me semble, sincèrement, sans aucune démagogie. Voilà. Merci de votre attention. Et puis merci à la délégation de l'Union européenne de m'avoir permis ces échanges avec vous tous.
J'ai encore, je ne sais pas si j'ai 5 minutes pour des questions, mais sinon après, je vais aller prendre mon avion pour Rio. Voilà. On a un accord de coopération avec Rio demain, on signe un accord de coopération pour les aider à mettre en place une autorité régulatrice. Na região que o chifre é ginástica reguladora, tem gratuidades para idosos, para estudantes? Tem, desculpa. Gratuidades. Dans mon Île-de-France, est-ce qu'il y a des gratuités pour cette Oui. catégorie de... En Ile-de-France, on a la gratuité pour les chômeurs de longue durée et pour les personnes à très faible revenu. Ça représente 300 000 à 400 000 personnes. Ils ont soit la gratuité totale pour le chômeur, pour sa femme, pour ses enfants, soit 75% de réduction pour ceux qui ont un peu plus de revenus. On a des tarifs réduits pour les jeunes de moins de 26 ans. C'est 50% de l'abonnement normal, la réduction. Et on a aussi des tarifs réduits pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Pas la gratuité, hein, des tarifs réduits. Et non ces tarifs réduits que les personnes âgées qui ont de faibles revenus, de faibles ressources. Voilà. Est-ce qu'il y a une autorité pour la partie marchandises, distribution dans les centres Euh, Alors, aujourd'hui non, mais le conseil régional joue un rôle, je dirais, fédérateur entre tous les partenaires. Et dans le plan de mobilité durable, on a défini des actions qui, notamment, de garder des grandes plateformes logistiques près de Paris et dans la banlieue, ça c'est essentiel, et de favoriser la livraison des marchandises, soit par le fleuve, on utilise la Seine, soit par le ferroviaire, soit si les camions viennent jusqu'aux plateformes logistiques, et on finit la livraison avec des camionnettes électriques. Voilà. Ces politiques sont quand même coordonnées par la région Île-de-France. Voilà. Boa tarde, obrigado pela palestra. Sou da Agência Nacional de Transportes Terrestres e gostaria de falar um pouco a respeito desse arranjo legal que vocês fizeram na França. Para nós, como o colega Luciano hoje falou na palestra de manhã, nos parece uma autarquia. Seria um arranjo de autarquia. Nessas representações desses conceitos distintos, como se dá o peso? Cada município, cada distrito tem um peso igual, é por número, é por voto, é por tamanho de população. À l'intérieur du STIF, entre les communes, c'est par population, c'est par revenu, comment se fait-il? La pondération entre les différents gouvernements locaux tient compte des ressources des gouvernements locaux, des ressources. La région a des ressources assez importantes, la ville de Paris, et c'est pour ça que c'est eux qui apportent les plus de contributions. Mais la région a vocation à apporter des services à l'ensemble du territoire. C'est sa vocation. C'est prévu par la loi française. Voilà. Et on tient compte aussi du niveau de desserte en transport en commun qu'il y a sur chaque territoire. On a vu qu'il y a un département à l'ouest de Paris, le département des Hauts-de-Seine, qui apporte une assez forte contribution. La troisième, après la région, est Paris. Pourquoi? Parce qu'il a un très très haut niveau de desserte en transport en commun.
mais aussi parce qu'il a des ressources très importantes. C'est le département le plus riche de France. Les gouvernements locaux des régions plus rurales, où il y a moins de transports en commun, qui ont moins d'entreprises sur leur territoire, moins d'impôts, moins de richesses, elles payent moins. Elles ont un taux de participation moins élevé. Voilà. Voilà. C'est des règles, voilà, ça a fait l'objet de négociations et de discussions. Voilà. Et ensuite, on s'est accordé, et ces règles sont dans les textes de loi. Voilà. Voilà. On peut modifier, les gouvernements locaux du conseil d'administration du STIF peuvent décider de modifier ces taux de contribution publique. Ils peuvent le faire. Il faut le faire avec une étude d'impact préalable et ça demande un peu de temps. Mais elles ont la possibilité de le faire, elles sont responsabilisées. L'État central a donné un cadre, a fixé des règles du jeu. Après, les collectivités locales sont responsables, les gouvernements locaux sont responsables. Mais il y a des règles du jeu qui sont claires. Voilà. Fala mais alto. Poderia levantar a Boa tarde, eu sou o Vitor, da mesma agência que o Everaldo, da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Minha pergunta é a seguinte: a gente verificou na apresentação que existe um conselho governamental entre os entes de cada município ali da redondeza de Paris. Na parte da operação, existe um tipo de consórcio entre as empresas referente a ter uma maior eficiência na gestão operacional e na gestão financeira do transporte das operadoras? Entre les opérateurs. Les opérateurs. Ouais. Alors, les opérateurs sont des opérateurs très puissants en Ile-de-France. Les opérateurs de transport, ils ont une expertise. La RATP, la SNCF ont une expertise. On travaille avec eux, on discute avec eux. On les écoute. Ils ont des propositions à nous faire. On attend qu'ils nous fassent des propositions. Ce ne sont pas de simples transporteurs. Ils ont des savoir-faire qu'on prend en compte. Mais en même temps, on a une capacité d'expertise et d'analyse de leurs propositions. Parce que souvent, ils nous faisaient des propositions très coûteuses. Au départ, ils nous faisaient des propositions très coûteuses, très chères, qui leur apportaient beaucoup d'argent, mais qui coûtaient très cher. D'où ce renforcement de l'expertise. Voilà. Donc, on veut des opérateurs responsables. Ils ont une capacité d'étude, de capacité de proposition, mais que nous, on est capable d'analyser. C'est pour ça que les gouvernements locaux, membres de notre conseil d'administration, ont recruté au STIF. Ils ont recruté 200 personnes en 10 ans pour renforcer cette expertise, pour analyser les propositions des entreprises. Voilà. Les entreprises privées de bus, comme au Brésil, elles se sont réunies, elles se sont fédérées. Et je vais être très franc, elles cherchent toujours à gagner plus d'argent, à nous faire payer le plus possible. Et il est normal qu'elles se fassent un peu de bénéfices. Mais on a une analyse très précise, on a un contrat avec chaque entreprise, on a mis en place des outils pour analyser leurs coûts. On sait qu'on paye encore trop cher, on sait que leur marge est bénéficiaire. Ils disent qu'ils n'ont plus d'argent, qu'ils n'y arrivent plus. On sait qu'ils ont des marges de manœuvre. Et il est normal qu'ils fassent un bénéfice. Le but du jeu n'est pas de les appauvrir. Mais en même temps, on a développé une expertise pour être respectés et qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles et qu'ils ne nous racontent pas n'importe quoi. Voilà. Mais on les respecte. On les respecte. E isso entra no âmbito da fiscalização, que a STIF. Isso entra no âmbito da fiscalização, que a STIF também tem responsabilidade, né, na operação. Ça fait partie de la compétence d'inspection, surveillance, Oui. contrôle du STIF. Dans les contrats, chaque contrat qu'on passe avec un opérateur, on a un droit d'audit. Les opérateurs ont l'obligation de nous transmettre leurs informations, leurs données financières. S'ils ne les transmettent pas,
ils payent une pénalité par jour de retard. Ça va très vite. Et on peut à tout moment aller contrôler leur compte. Il a fallu 10 ans. Il a fallu 10 ans pour en arriver là. Il a fallu 10 ans. Mais elles le comprennent maintenant. C'est même une source de progrès pour eux. Mas e a questão operacional? Como é que funciona a fiscalização operacional? Comment se passe la surveillance, le contrôle du fonctionnement du travail des opérateurs dans l'opération? Alors, en fait, on a des réunions tous les 3 mois sur les grands sujets du contrat. On a un comité de suivi pour suivre l'offre, comité de suivi pour la qualité de service, tous les indicateurs de qualité de service, ponctualité, propreté, accueil des voyageurs, information des voyageurs. On a un comité pour suivre les investissements, puisque dans les contrats, il y a une partie d'investissement. Et par ailleurs, le STIF, on a des bureaux d'études. On a des bureaux d'études qui travaillent avec nous et qui vont faire des contrôles surprises, des audits au niveau local. Dernier point, on a une enquête permanente des voyageurs. On enquête 60 000 voyageurs qui prennent les réseaux de la RATP. On enquête 60 000 voyageurs qui prennent le réseau de la SNCF. Et 60 000 sur la SNCF. Et si les résultats de l'enquête, à la fin de l'année, montrent que la satisfaction des voyageurs augmente, les opérateurs ont un bonus. Et le bonus maximal, c'est 2,5 millions. 2,5 millions d'euros, c'est-à-dire 9 millions de réals. C'est pas rien. Hein. Et si par contre la satisfaction baisse, ils auront un malus de 9 millions de réals. Voilà. Ça a été très long à obtenir. 10 ans de négociations. 10 ans de négociations. Mais c'est ça la force de notre autorité organisatrice. Et c'était une volonté politique des élus. Eh oui, parce que les voyageurs, c'est des citoyens. Voilà. Donc, les politiques ont intérêt d'avoir une autorité organisatrice performante qui va inciter les opérateurs à fournir un bon service de transport. Parce que c'est bon pour leur réélection. Voilà. Je vais devoir malheureusement, j'ai un avion pour Rio. Peut-être une dernière question. Et je suis désolé, hein, j'étais un peu trop long dans ma présentation. Une dernière question peut-être. Posso fazer uma última pergunta? A STIF, ela surgiu forte politicamente ou ela se tornou forte politicamente? E Est-ce como que ela le se STIF est tornou né forte? fort politiquement ou est-ce qu'il est devenu politiquement Non. fort? Et si ça est devenu politiquement fort, comment ça s'est passé? Comment ça s'est développé? Le STIF est devenu politiquement fort à travers deux actes essentiels. La mise en place de vrais contrats. Le STIF est devenu politiquement fort avec 2 actes essentiels. La mise en place de contrats très exigeants avec les opérateurs à partir de 2000 et avec la décentralisation en 2005 quand l'État s'est retiré. Jusqu'en 2005, l'État était majoritaire au STIF et puis il était aussi propriétaire de la RATP et de la SNCF. Donc il ne voulait pas trop être dur avec la RATP et la SNCF. Pour lui, c'était des jeux financiers entre le STIF et les entreprises publiques. Les gouvernements locaux, eux, ont été très exigeants. C'est l'argent des citoyens qui est investi dans le transport. Ils veulent des résultats. Voilà ce qui nous a rendus politiquement forts. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup.